Bonsoir à tous et à toutes, dans ce silence religieux qui bientôt va disparaître, grâce à toi Éric Gontier, que je remercie vraiment du fond du cœur, parce que notre ami Éric Gontier inaugure la première conférence minérale. Alors ce soir, on ne va pas jeter des étoiles, comme certaines nocturnes, mais ce soir, il va nous faire un tour de magie, il va nous partager ses connaissances et faire chanter les pierres. Alors je suis très heureuse que nous soyons tous réunis, limités à moins de 50 personnes, n'est-ce pas? Parce que finalement c'est quand même une joie, cette conférence, c'est pas juste une conférence. Et bien sûr Éric, tu es passionnant, je l'ai découvert tout à fait par hasard, mais en plus vous êtes dans un endroit, dans une salle précisément ici, où environ presque 2 siècles plus tôt, on dansait, à l'époque de la belle époque, ça rime. Et finalement c'est rendre hommage à Monsieur Galou, dont on voit son nom gravé sur la pierre. Voilà. Donc sachez que là, si on était en 1900, 1903, on aurait nos corsets, nos jolis petits chapeaux, pardon. On danserait quelque chose sur Bien Coucoule. Il y aurait beaucoup de vie. Et grâce à vous, grâce aussi à Jean-Max Touron, qui m'a laissé mener à bien ce projet, qui est ici présent, donc merci, on peut ensemble ressusciter cette falaise. Donc cette conférence, ce n'est pas juste une conférence, c'est faire battre le cœur de la falaise, du fort, du roc, de Taillac. C'est à toi Éric, merci beaucoup. Dordogne est un univers minéral, vous avez dû le remarquer, mais cet univers minéral cache quelques secrets. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de roches, de minéraux en Dordogne, qui sont toujours les mêmes, le silex, le calcaire et d'autres, des jaspes. Bon, et parmi ces pierres, si un jour vous baladez au bord des chemins, vous entendrez teinter ces pierres, simplement en marchant dessus, par exemple, ou bien simplement en tapant dessus, nonchalamment, sur le bord de la Vézère ou de la Dordogne, et vous trouverez des petits galérons qui vont se mettre à teinter sous les coups que vous pourrez leur porter. Tout le monde a joué en fait du lithophone, lithos, pierre, phone, sonore, les pierres sonores, pierres musicales, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, maintenant le terme est accepté, ce sont des lithophones. Et ce terme lithophone n'est pas venu tout seul, et je me suis battu pour qu'il soit définitivement admis dans le dictionnaire français, parce que c'était des phonolithes. Mais la phonolithe, c'est une roche qu'on trouve dans le Massif central, par exemple. Ce sont des lauses qu'on pose sur les toitures et qui teintent merveilleusement bien. Mais on ne peut pas vraiment faire des instruments de musique, c'est trop fragile. Voilà, donc le mot lithophone est accepté maintenant et reconnu à travers le monde entier. Quand j'ai commencé à travailler tout à fait par hasard, enfin moi je ne crois pas au hasard, enfin, je crois à des concours de circonstances heureux, c'était en 2005. Au moment où on a commencé le récolement des collections du Musée de l'Homme, je suis maître de conférence au Musée de l'Homme, donc au Muséum national d'histoire naturelle, dont on a une antenne à l'abri Pateau, le plus proche d'ici. Et en ouvrant des armoires, on a trouvé un rondin de pierre, à peu près de cette taille-là, voilà, et qui était classé comme pilon saharien, parce qu'il arrivait donc de la zone sud-sahélienne, rapporté par Henri Lotte, par Théodore Monod, par d'autres grands personnages que vous connaissez peut-être. Et beaucoup de gens ont travaillé, comme Marceau Gast, ont travaillé sur ces fameux pilons sahariens, et sans jamais trouver la raison exacte de leur présence, comme ça, dans le désert. Il suffisait de se balader dans les règues ou dans les ergues, et on trouvait au sol une pierre cylindrique, posée sur le sol, toute seule. Voilà. Donc les gens les récupéraient, ils les collectionnaient au besoin, sans savoir ce dont il s'agissait. Alors ensuite, il y a eu tout un panel d'hypothèses. C'était donc pilé, évidemment, pour écraser les céréales, hein, pour broyer sur des meules dormantes. Mais là, malheureusement, je n'ai pas pu vous apporter d'authentiques, parce que au Musée de l'Homme, on ne veut plus les sortir, parce que je les ai un peu trop utilisés, soi-disant, par des gens qui ne connaissent pas grand-chose sur le monde des lithophones. Et donc, ils m'ont obligé à ne plus les utiliser. Voilà. Donc, ils remontent au néolithique.
Néolithique, c'est 8000 ans à peu près dans le désert, 6000 en France en gros. Hein, mais le néolithique, sachez-le, c'est n'importe quoi parce qu'on a trouvé des sites néolithiques en Turquie, par exemple à Göbekli Tepe, qui remontent à 11003. Vous voyez, donc on a plus que doublé et fait reculer les dates de l'apparition du néolithique. Ça veut dire que sur l'archéologie officielle, celle qu'on apprend à l'école, nos ancêtres les Gaulois, en archéologie on ne parle plus de Gaulois, c'est fini, ça c'est un terme romain, mais on va parler de Celtes. Voilà, on revient sur les Celtes. Voilà, donc ça fait partie de tout cet ensemble, et ces pilons sahariens, donc, je les ai récupérés dans des armoires, et tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé peut-être à des instruments de musique. À plusieurs reprises, des gens m'avaient apporté des pilons sahariens, et m'avaient demandé ce que c'était. J'ai fait une expertise, mais je peux vous dire la roche, je peux vous dire que c'était manufacturé, que ça a été, etc., etc. Mais il n'y avait pas on n'avait pas de réponse sérieuse. Et puis j'ai sorti le hasard, là, c'est encore une fois, le concours circonstance heureux. Je suis tombé sur le plus beau lithophone du monde qui était caché dans les réserves et que j'ai baptisé le Stradivarius. Tout le monde au musée de l'Homme connaît le Stradivarius, maintenant il est même connu dans le monde entier. On l'a appelé comme ça parce que c'était la quintessence pratiquement de la musicalité sur de la pierre. Et j'ai tapé, bon, ça ce sont des carottes géologiques que j'ai préparées spécifiquement pour étudier la paléolithoacoustique. Donc ça veut dire le son émis par les pierres, les anciens sons émis par les pierres. Voilà. Donc, si je prends cet instrument dans la main, je tape dessus, par moment, en cherchant un peu, on entend des harmoniques. D'accord ? Ça différencie cette pierre sonore d'un bruit. Vous voyez, ça c'est un bruit. Ça c'est un bruit. Si vous faites une analyse, vous verrez un spectre qui montre que c'est un bruit. C'est-à-dire que c'est un spectre qui est complètement embrouillé. Mais là, on sent qu'il y a un petit quelque chose, c'est intéressant. Donc je me suis dit, probablement que ce sont des lithophones, mais il faut que je le démontre. Donc j'ai cherché plusieurs pierres qui se ressemblaient, et puis à un moment donné, j'ai réfléchi quand j'étais enfant, je voyais ma grand-mère jouer du piano, et puis je disais, mais il y a une bande de crétins qui a oublié d'enlever ce petit bout de feutre là sous les cordes basses, sur la table d'harmonique. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder une table d'harmonique, ben, vous verrez sous les cordes, il y a un petit morceau de feutrine. Et quand j'étais piou-piou, déjà, je me disais, mais pourquoi ils ont laissé ça? C'est ridicule. Vu la tension de 40 kg de la corde sur le truc, ça ne sert à rien, quoi. C'est stupide. Et puis ça m'est revenu, et puis je me dis, tiens, en fait, si j'isolais effectivement le lithophone de son support. Alors, le support, ça peut être la main, mais ça peut être la table. Vous voyez, on entend plus la table que le lithophone, mais on entend quand même des harmoniques. Et puis, donc je suis descendu, parce que nous on est au musée de l'Homme, hein, je suis descendu dans les poubelles du musée de l'Homme, et là j'ai récupéré de la mousse. Alors c'est pas celle-là, c'est pas l'historique, mais enfin voilà, un bout de mousse, vous voyez, tout bête, hein, pour transporter des œuvres. Et j'ai déchiré ça, et j'ai posé mon lithophone, d'accord, je l'ai posé comme ça pour l'isoler du support, et là, le son est apparu. Alors, ce que vous avez là, ce sont des lithophones expérimentaux, hein, d'accord ? Si c'était le fameux Stradivarius, là on a à peu près une seconde 2 d'écoute en résonance. Le Stradivarius, il a 8 secondes et demie. Mais c'est pas le record. Hein. Mon record, c'est en fait sur du verre. On a découvert récemment, en Chine, et on les a importés, des anneaux de verre. Des verres, je pense, des années 30. Certains disent qu'ils sont préhistoriques, mais j'y crois pas. Alors, il y a imaginez, vous savez, le petit animal préféré, fétiche de la Chine, ce sont ces petits dragons, hein, qui sont représentés dans les dessins animés. Voilà. Eh bien, ils ont fait une tête de dragon, ils ont récupéré une plaque de verre, ils ont découpé un grand anneau comme ça, qu'ils ont laissé ouvert, c'est-à-dire que l'anneau n'est pas fermé, il y a un espace. Donc il y a d'un côté, on voit la tête, comme ceci, ça continue avec une crête dorsale, ça continue, et on voit la queue derrière.
Et quelque part en haut, il y a un petit trou pour fixer un câble et suspendre l'anneau. Alors, il y a des anneaux qui ne sont pas plus gros que ça, et puis il y a des anneaux qui font ce diamètre-là. Et un jour, j'avais une conférence avec des étudiants, et ils m'ont fait la gentillesse de sortir ces fameux anneaux que je suis encore en train d'étudier, et on les a suspendus sur un châssis. Ils font 45 kg, hein, les plus gros. Et là, ils m'ont dit, tape pas trop fort, et on t'écoute. Alors j'y suis allé avec ma maslotte, et j'ai tapé. Ting. Ça fait le son d'un diapason. Il n'est pas accordé, mais c'est comme un diapason. Et la résonance a duré, au chrono, 3 minutes et demie. 3 minutes et demie. Alors, on est sur un matériel, une substance amorphe, fabriquée par l'homme, apprêtée à cet effet. Hein. Visiblement, là, c'était clair, parce que tous les anneaux n'avaient pas cette résonance. Le plus grand, hein, 3 minutes et demie. Et c'était absolument époustouflant. Même sur du baccarat, j'ai jamais réussi à obtenir une résonance pareille. À moins de casser le verre, ça ne marcherait plus. Voilà, donc cette résonance, on l'obtient comment? En isolant, c'est-à-dire en milieu, on place l'objet en milieu anisotropique. C'est-à-dire que si je pose l'instrument à plat, je suis en contact plein avec le support, et là, je n'ai pas de résonance. Si je peux le poser par terre et tout, ça ne marche pas. Par contre, si je le mets en milieu anisotropique, c'est-à-dire en dehors isolé sur quelque chose, comme les cordes de piano, ensuite les guitares, les violons, vous verrez, les cordes sont posées sur des supports, hein, eh bien, on va obtenir la mise en vibration du matériau. Alors une corde, on la voit vibrer, hein, on voit les sinusyoïdes qui se croisent, hein, on voit que ça bouge, ça va, ça revient. Et pour le minéral, c'est très différent, parce qu'on a des ondes transversales qui diffèrent, parce que c'est un milieu beaucoup plus solide, mais la répartition des ondes sonores dans le milieu solide font que le son va partir du point d'impact, évidemment, pour l'effet utile, et le son va aller et venir, comme ceci, à l'intérieur du matériau. Et ça va très vite, hein, évidemment, c'est pas... on marche sur des millionièmes de secondes. Je veux dire, les ondes circulent très 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 vite à l'intérieur. Mais certains matériaux, néanmoins, ont une facilité plus grande que d'autres à diffuser ce son. Le Stradivarius dont je parlais tout à l'heure, si un jour vous allez au musée de l'Homme, j'espère qu'il sera présenté dans les salles, eh bien c'est un schiste, une roche schisteuse. C'est-à-dire, imaginez un gâteau en pâte feuilletée. C'est le même matériau, mais en solide, c'est-à-dire cristallisé. Donc, dans ce matériau, on a différentes couches, et ces couches se répondent les unes les autres. Sachant que c'est un cylindre qui se termine légèrement en cylindre ogival, c'est-à-dire en pointe, et donc les ondes qui partent, les grands diapasons vont enrichir les plus petits, et c'est pour ça que les sons se répondent dans la pierre, c'est en millionième de seconde, hein. Et ça finit par avoir des résonances extraordinaires. Il est plus long, Oui, il est plus long. Il est plus long. Alors, autant vous dire que le jour où j'ai posé cette première pierre, ce premier lithophone au musée de l'Homme sur mon bureau, j'ai pris un percuteur, c'est pas celui-là, mais un percuteur en pierre, et puis, évidemment, je n'ai pas tapé fort, et je l'ai isolé en milieu anisotropique, et j'ai tapé. Et là, quand il m'a fait ping, j'ai fait un bond en arrière, je me suis éclaté sur le mur qui était derrière moi, et je me suis dit au fond de moi, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Et ça, dans une carrière, quand on trouve quelque chose, c'est vachement important. D'autant que j'étais musicien, mais je suis très mauvais musicien, et jamais, mais jamais dans ma vie, j'aurais pensé un jour revenir à la musique par le biais des pierres. Parce que je suis spécialiste des pierres, géologue, minéralogiste, je suis expert en pierres précieuses. On pourra discuter si vous voulez après. Mais on ne va pas taper dessus. Voilà, donc les matériaux lithiques, c'est vraiment mon domaine. Je suis un ancien joaillier, j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Et j'ai même découvert les plus grands lithophones de la planète qui sont à Madagascar, dans le Tsing de Bemara. Ce sont des lames de pierre calcaire qui ont jusqu'à 850 mètres de hauteur
qui s'étale sur 650 km sur 350 km. Voilà, et on a des séries de lames comme ça. Et quand on les escalade, on allait chercher des plantes, des insectes, enfin, c'était des missions scientifiques. Et un jour, je suis arrivé sur un des sommets des Tsing, et en fermant les poings très serrés, j'ai donné un grand coup comme ça. Boum! Il y a toute une lame entière de plusieurs centaines de mètres de longueur qui s'est mise à résonner. Ah, j'ai dit, ça c'est, il faut être dessus, quoi. Faut le vivre, Voilà. Donc, tout ça, ce sont des lithophones. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, des lithophones transportables, puisqu'on a vu les pylons, ex-pylons sahariens, maintenant on va parler des lithophones subsahéliens, transportables. On a des lithophones intransportables, c'est-à-dire que ce sont des blocs de rochers qui sont séparés, isolés, mais que le corps humain ne peut pas déplacer. Mais avec une machine, on peut éventuellement les soulever. Alors ça peut être des lithophones, pas très gros, de 20, 30, 40, 50 tonnes. Hein, ça se soulève encore, on a les moyens. Mais quand on tape sur ces lithophones, si un jour vous allez en Bretagne, si vous faites, allez-vous balader en Bretagne, dans les estrons, tout ça, vous trouverez des pierres qui ont des tailles volumineuses comme ça, en forme de gros galets énormes, hein, des pierres arrondies, et vous trouverez dedans des cupules assez larges, ce diamètre-là, et elles sont creuses. Alors il peut y en avoir une, mais il peut y en avoir 2, 3, 10, 20, 30, 50. Et si vous ramassez une pierre et tapez à l'intérieur d'une des cupules, n'importe laquelle, boum. Et là, vous aurez du son. Donc ce sont des pierres qui ont été, donc on ne peut pas dater, on peut estimer que c'est peut-être celtique, hein, donc, on va dire 2000 avant, mais déjà, on savait contrôler le matériau, et ça montre qu'on ne s'intéressait pas simplement à la pierre pour faire des outils, hein, mais qu'on pouvait utiliser la pierre pour autre chose. Voilà. Et du coup, quand les pylons sahariens, je les ai débaptisés, alors j'ai toujours des membres très réfractaires sur mes hypothèses, mais maintenant elles sont admises par la communauté internationale, sauf par un certain nombre de Français. C'est toujours pareil, on est en France. Et puis, si on n'a pas d'ennemis, ça ne vaut rien. Hein, donc il faut les accepter. Voilà. Donc, ces lithophones, je ne sais plus où j'en étais, il faut raconter des bêtises. Merci. La Bretagne. Madagascar, la Bretagne, je sais plus où j'en suis. Ah, je chante. La menhir qui chante. Oui, les cupules. Donc ces cupules, eh bien, je les ai recherchées. Alors où est-ce que je les ai recherchées? Pour l'instant, je n'ai pas joué sur les instruments. Je sais que vous êtes impatient de les écouter, mais je vous fais mariner un peu, c'est normal. Voilà, parce que faut que vous ayez soif, envie de manger, ça fait pas. Bien, ça crée des liens. Et donc, je me suis dit, où est-ce qu'on peut trouver encore d'autres types de lithophones? Donc, on a vu ces gros blocs erratiques, ou des blocs allusionnaires. Eh bien, je me suis dit, mais attends, je suis en Dordogne, je suis Gourdin, moi, c'est quand même. En Dordogne, qu'est-ce qu'il faut? Je vais aller dans les grottes. Donc, je l'ai fait appel. Comme je suis un ancien spéléo, enfin, je suis toujours spéléo, mais enfin, c'est difficile aujourd'hui, mais j'avais remarqué quand même, dans certaines grottes, il y avait des stalactites, des stalagmites de 60, 80 mètres de hauteur à Madagascar, et je me suis dit, quand on tapait dessus, sans taper trop fort, parce que si elles se décrochent, on prenait tout sur la figure, mais on obtenait des sons, vous avez des sons extraordinaires qui peuvent apparaître, et c'est absolument fabuleux. Alors, si d'aventure vous voulez jouer à ça, vous pouvez le faire, mais il faut donner une certaine pression. Si ça, à cette pression-là, je vous explique après, si vous dépassez cette pression, vous risquez les briser, et c'est pas le but. Parce qu'une fois brisés, les spéléothèmes, tout ce qui ressemble aux concrétions à l'intérieur des grottes, le nom générique c'est spéléothèmes, tous ces spéléothèmes sont extrêmement fragiles. Voilà. Donc si vous touchez à des spéléothèmes qui ont une section ronde comme c'est ici, ou ovale, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer dessus. Je n'ai pas dit taper, le terme c'est taper, mais vous pouvez jouer avec et vous entendrez si ça réagit ou pas. Si ça ne réagit pas, ce n'est pas la peine de taper plus fort, vous la casserez et vous n'aurez aucun autre résultat. Alors, par exemple, j'avais été au gouffre de Broumeysac, alors c'est pas la peine d'y aller, il n'y en a pas une qui réagit au gouffre de Broumeysac. Si vous le connaissez, il y a des milliers de stalactites et stalagmites, il n'y en a pas une qui bouge.
Du coup, j'étais fortement vexé parce que quand j'étais voir le patron, je lui dis mais je suis faire des études et ça donne rien, je suis comme un imbécile. Voilà, en gros, pour moi, c'est de ça. Enfin bon, voilà, je suis vexé parce que elles étaient tellement belles et tout. Je dis mais ça va faire un carillon extraordinaire et ça va valoriser le gouffre au passage. Et en fait, pas une ne fonctionne. Mince. Donc il ne faut jamais s'arrêter, se dire s'il y a une raison, bon, ce sont des décollements de plafond, c'est des glissements d'argile, enfin bon, bref, en tout cas ça ne réagit pas. Donc je me suis dit, mais attention, parce que dans des grottes comme Pêche-Merle, comme Cougnac, il y a des stalactites qui jouent très très bien, dont on a des impacts préhistoriques. Donc ça veut dire que je suis en train de révolutionner l'art de la préhistoire. Parce que le problème, c'était de savoir, finalement, est-ce que dans les grottes où il y a des spéléothèmes, est-ce que les spéléothèmes ont incité les préhistoriques à s'installer dans la grotte et à poser des installations, peinture, gravure, autre chose, ou bien ils ont mis des gravures et des machins pour faire leur chant, tout ce qu'on veut, et accessoirement, ils ont trouvé des stalactites qui jouaient et ils se sont complets dans ce milieu. Et du coup, bon, bah, ils ont un peu amélioré le truc, et ils se sont fait des bœufs, et puis voilà. Alors, il y a des grottes en Dordogne, où, par exemple, qui ont été étudiées uniquement par des scientifiques au tout début, toutes les stalactites et stalagmites sont cassées. Bon, alors, c'est un tremblement de terre, c'est ou des imbéciles de l'époque, hein, parce qu'il y a eu à toutes les époques, qui ont tout fragmenté, et du coup, bah, il n'y a plus rien. Sauf que, dans toutes ces grottes, on n'a jamais retrouvé le moindre morceau de stalactite ou de spéléothème cassé au sol. Alors je vous pose la question. Hein. Donc ça veut dire que, effectivement, si on a ramassé les morceaux, il y avait l'intention peut-être de récupérer, de transporter un peu de ce son en souvenir qu'on avait dans la grotte. On peut imaginer ça. Hein. Ou alors, ils ont décidé de tout raser pour que plus personne ne joue dessus. C'est une autre hypothèse. On peut en parler des heures. Mais en tout cas, il n'y avait rien au sol. Il y avait la grotte de Plémondran, comment elle s'appelle Bernifal. Si vous allez à Bernifal, toutes les stalactites sont cassées. Et on n'a jamais trouvé le moindre morceau par terre. Curieux quand même. Donc le son, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui laisse insensible. Le fait qu'on ait fabriqué des lithophones cylindriques dans le Sahara, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que dans la zone sud-sahélienne, parce que grâce à la télévision, à la radio, tout ça, eh bien, ça diffuse, Internet. Les messages partent à travers le monde. Et j'ai eu des courriers, des mails, etc., d'Afrique du Sud, etc. Et ils m'ont dit, on a les mêmes lithophones que le Stradivarius, mais on en a plein chez nous. Jamais personne ne nous en avait parlé. Ah, j'en ai trouvé un là récemment, qu'est-ce que vous en pensez? C'en est un, c'en est pas un? Ben oui, c'en est un, parce qu'il présente tous les caractères de ces fameux instruments. Ils sont des idiophones, hein, des instruments comme les cloches, hein, qui dépendent que d'eux-mêmes. Donc, je dis, quand même, l'aire géographique d'occupation de ces instruments de musique, c'est quand même, ça s'étale de plus en plus. Voilà, on a un idiophone qui vient de sonner, et on sait qu'il est suspendu, parce que, justement, il a de la résonance. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Et on remet ça, j'avais préparé mon cours. Voilà, vous avez joui de l'affaire, c'est très bien, ça fonctionne. Alors, moi, je vous en ai apporté une. Elle est plus discrète, parce qu'on était trop proches. Vous voyez, on peut faire le comparatif. Voilà. Voilà. Donc, on est dans la même classe d'instruments de musique, idiophones. Hein. Donc, ce sont des instruments, vous tapez dessus. Là, je voulais vous faire un peu plus. C'est prévu, hein? On l'avait dit. C'était prévu. C'est moi qui suis tout en accord. Donc voilà, on a un ensemble instrumental, donc on a grosse cloche, petite cloche. Voilà. Donc, mais le système fonctionne de la même manière que les pierres. C'est le même système. Je vais. Pas de hasard. Hein. Ah non, pas de hasard, je l'ai dit. Hein, c'est un concours de circonstances heureux. Voilà. Moi, j'y crois. Voilà. Tiens, ils insistent un peu quand même là. On l'a dit, hein, c'est 19h, ça va sonner. Voilà, donc ces idiophones, pour moi ça a été une grande découverte parce que du coup j'ai déclassé
les pilons sahariens étaient des outils et je les ai transférés sur une nomenclature instrumentale, musique, de musique. Or, en préhistoire, la musique, c'est ce qu'il y a presque de plus rare. Ce sont les objets les plus rares à trouver. Pour l'instant, les plus vieux instruments, ce sont des flûtes, des os de vautours. En général, ce sont des os d'oiseaux. Ça peut être du cygne, ça peut être d'autres grands oiseaux comme ça. Parce que les oiseaux ont des os creux. Donc, il est très facile de pouvoir fabriquer un tuyau et qui permettent, donc avec quelques petits trous, un petit sifflet en haut, et on peut jouer, et ça fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez faire l'exercice, il n'y a aucun problème. Voilà, et là, ce sont des instruments avant, hein, on n'est plus sur les idiophones. Mais pour l'instant, ce serait la preuve de l'existence d'instruments de musique qui seraient de plus de 100 000 ans. Et pour l'instant, pour les lithophones, je suis à 48 pour l'instant, je bloque. Mais ça va venir. Donc, parce que je pense on peut monter à 500, 600, peut-être même plus loin encore. Alors, les lithophones, comment ça fonctionne? Alors, évidemment, on a vu que si on les pose sur un milieu isotrope, c'est mort. C'est l'objet sur lequel il repose, ou l'objet qui le maintient à la main, par exemple, qui va absorber l'énergie émise par la masse flotte, ce petit engin, et du coup, on entend des harmoniques, mais il n'y a pas de résonance. Voilà. Maintenant, si on l'isole, on a de la résonance. D'accord? Cette résonance, elle va varier en fonction des roches que l'on va utiliser. Je vous ai parlé des schistes, comme le schistactinolite du Stradivarius. Je vous ai parlé des instruments fixes, comme les calcaires des Tsing de Madagascar. Et puis, on pourrait peut-être en trouver ici dans la région, mais je n'ai pas suffisamment cherché. Les stalactites et les stalagmites, qui sont fixes, donc elles sont au plafond, vous tapez, et boum. Alors vous avez aussi ce qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire ce sont les draperies, ce qu'on appelle les draperies, les méduses. Eh bien ça, ne vous essayez jamais sur ces instruments de musique-là. Tous les gens qui travaillent dans des grottes et qui avaient des méduses ou des draperies, ils ont tout massacré en l'espace d'un instant. C'est ultra fragile. Ne tapez jamais sur des draperies ou sur des méduses. Surtout pas. C'est un bon conseil que je vous donne, sinon après c'est perdu, quoi, vraiment perdu. Alors, dans ces matériaux, on a des matériaux bruts, donc comme ceux que je vous disais, qu'on trouve sur le bord des plages. Et puis, il y a des silex. Alors, ça, c'est du Bergeracois, hein, c'est des environs, c'est tout près de Bergerac. Venez chez nous. Oui, bisous chez nous, ça. Il reste juste à faire Chabreau dedans, là, vous voyez, c'est bien de chez nous. Voilà. Donc, on peut avoir des instruments, c'est pareil, il faut les isoler. Systématiquement, les poser sur un petit coussin. Là, j'en ai mis plusieurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça peut avoir, on peut avoir un fortissimo, par exemple, alors que sur d'autres, c'est beaucoup plus sourd. Voilà. Voilà, ça c'est un son sympa. Là, ça crache bien, c'est du siècle chez nous, près de l'Ambra, là, si vous connaissez. Voilà. Voilà, ça c'est un peu plus sourd. Voilà, et là on monte fort dans les aigus. Et là, on redescend dans les basses. Ensuite, on peut avoir des cailloux de... Ça vient de... C'est loin ça, je les ai importés, ça vient de la lame. Voilà, donc en nageant, je les ai trouvés. Vous voyez? Donc là, on peut avoir des instruments de ce type dans beaucoup d'orchestres, par exemple au Japon, hein, ou en Thaïlande. Voilà, je vous ai apporté une cloche en bois, d'accord, en ébène, avec voilà. Ce bruit-là, rappelez-vous les orchestres japonais, et on entend des sons de ce type, on dirait des sampleurs aujourd'hui, c'est très court, voilà, donc elle est fondue, exprès, bon, ça peut être la castagnette aussi, en espagnol, c'est toujours sur le même principe. Donc il ne faut pas omettre que des bruits comme ça peuvent être aussi des instruments de musique. Mais si on est en préhistoire, il faut repérer évidemment qu'il y a eu des coups de percussion, hein, des traces, des stigmates
qui permettent d'affirmer qu'il s'agissait effectivement d'objets utilisés pour faire de la musique, mais attention, parce que certains pouvaient être des marteaux aussi, hein. On pouvait les utiliser pour enfoncer pas des clous, mais faire autre chose. Voilà. Donc, ici, on a toute une série de granites. Alors, ces granites, je les ai récupérés à Paris. Alors, à Paris, il n'y a pas de granit. Hein. Mais, à l'époque, on construisait la grande arche de la Défense. J'habitais pas très loin, et le matin, je passais, et je récupérais les chutes des escaliers de la Défense, et de la grande arche, et je les rapportais au musée de l'Homme. Voilà, et puis c'était pour faire mes tests. Bon, c'est du granit, donc ce sont mica, feldspath et quartz, 3 espèces minérales principales. Mais ces grains s'imbriquent les uns dans les autres. Mais entre chaque grain, à un niveau nanométrique, il y a des petits vides. Ce qui fait que les ondes, la résonance n'est pas extraordinaire, parce que ça représente à chaque fois un petit point d'air qui isole chaque grain. Et du coup, on n'a pas le tonique du silex qui est là. Vous voyez ? Voilà. Mais on a un jeu, c'est possible, on pourrait l'accorder parfaitement, c'est tout à fait possible aussi, mais la résonance, on aurait envie de la pousser un petit peu derrière. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc 3-4 types de roches à peu près. Et puis, comme le Stradivarius africain néolithique était fantastique, donc j'ai cherché un schiste actinolite en France. Et donc je suis allé à Tautavel, je ne sais pas si vous connaissez Tautavel, c'était le second plus vieil homme d'Europe, voilà, qui est là-bas. Allez voir, c'est aussi le muséum, je ne fais pas de publicité, mais il y a un musée et il y a des fouilles à la côte de l'Arago que vous pouvez visiter sur demande. Et c'est un endroit, je vous conseille d'y aller, c'est absolument extraordinaire. Le cadre est sublime et la fouille est immense. Et on a trouvé, là tout récemment, on a encore trouvé des morceaux de crâne. Et c'est vraiment des fouilles très très importantes. Et donc dans les vignes, j'ai trouvé ces fameux schistactinolites noirs, vous voyez. Bon. Et celui-ci, je l'ai coupé à la scie diamantée. Et pour couper, faire cette section carrée qui est ici, j'ai mis une journée à la scie diamantée. Je dis alors là, ça va le faire. Hein, quand je vais taper dessus, ça va donner. Ça, voilà. Donc voilà, une journée de boulot pour ça. Donc, j'étais un peu déçu, je vous l'avoue. Je me suis dit, là, j'ai pas perdu mon temps, mais c'est une bonne expérience. Donc, tous les activistes ne donnent pas des choses extraordinaires. Il faut vraiment que la schistosité soit vraiment marquée. Alors que là, la schistosité n'est quasiment pas visible. J'ai une roche qui est beaucoup trop massive. Parce que si je suis sur un schiste, hein, les lamelles se mettent à vibrer entre elles, un peu comme les élytres sur un insecte, hein, ou une cigale par exemple, ça donnerait à peu près le même effet. Voilà. Donc ensuite je me suis dit, comment ça fonctionne? Alors si je travaille, je peux mettre plus fort si vous voulez, là on peut obtenir vraiment quelque chose sur un matériau qui est cohérent, d'abord. Donc cohérent, c'est-à-dire que si je tape dessus, il ne va pas exploser, déjà. Ensuite, il ne faut pas de fissure. S'il y a une fissure, vous allez jouer et vous aurez probablement un son d'un côté, un son de l'autre, mais à un moment donné, la fissure va s'ouvrir sous les vibrations et l'objet va se casser et il n'y aura plus rien. Voilà. Donc il faut savoir choisir son élément. Là, j'ai choisi un peu au hasard, après les avoir testés, hein, néanmoins. Voilà. Et je me suis dit, bon, on a des pierres qui donnent, les grosses vont donner des sons bas, et des roches vont donner, plus grosses vont donner, plus fines vont donner des sons hauts. Donc je suis parti sur le principe, c'est logique, hein. Ben non. Ben non. Vous voyez, par exemple, voilà. Voilà, le barreau de chaise, il est plus bas que tous les autres lithophones. Donc, bon, je me dis à ce niveau-là, j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je me dis, bon, je fais avec. En revanche, ce qui est important, c'est maintenant d'analyser un petit peu comment fonctionne un lithophone. Combien de sons avez-vous entendu?
Donc s'il y a des oreilles parfaites, il y a une petite nuance, mais on la comprendra après. Non, non, écoutez bien. Combien de tons il y a? 2. Moi, j'entends pas. Il n'y en a qu'un. Non, non, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Voilà, donc ça c'est le premier travail que j'avais exécuté sur mon premier lithophone. Et donc j'ai agi, parce que je suis cristallographe, et je me suis dit, tiens, je vais, pour pouvoir étudier tout un monde lithophonique, je pars d'où là-dessus? Comment démarrer une recherche scientifique? Donc je me suis dit, je vais poser mon lithophone, et ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces lithophones fabriqués à la main, qui sont musées de l'homme, prennent systématiquement la même position quand on les pose. Donc je me suis dit, ça sera là le point zéro, c'est-à-dire que si quelqu'un reprend ses lithophones à ma place, il saura que s'il les prend à la main, il les pose, ils se mettront toujours dans la même position. Voilà. Pas pour les éclats, hein, je parle pour des lithophones qui ont été manufacturés. Ensuite, je me suis dit, je vais prendre en haut. Je vais tracer une ligne. Donc là, je suis en isophonie. Hein. Iso, même, phonie, même son. Isophonie. Vous retiendrez, on va en parler d'isophonie. D'accord? Voilà. Ensuite, je me suis dit, si je fonctionne par symétrie, donc je vais passer à 90 degrés. D'accord? Je me mets, donc, point, donc ça c'est la ligne isophonique A et B à 90 degrés. D'accord? Bon, mais là, c'est pas terrible. En fait, tout est compris, tout est dit, il n'y a pas à torcher. Sauf que les lithophones que j'ai dans les collections ne sont pas d'une section ronde parfaite. Donc, j'ai fabriqué ces deux carottes, ça vient de Guéret, près de Limoges, et j'ai mesuré tout ça avant, même longueur, même roche, etc. Et celui-ci, je l'ai divisé, j'ai enlevé une lamelle à la scie diamantée. Et je l'ai posé de la même manière que l'autre. Alors, il n'ira pas plus bas. Il n'ira pas plus bas. Alors, en revanche, il me faudrait... Voilà. Voilà, donc la ligne isophonique A. Donc je vais me retrouver comme le cylindre à côté. Ah, je viens que ça colle plus là. Il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que là, quand le cylindre a une section parfaite ronde, c'est exactement le même phénomène qui se passe sur la cloche qui est tombée ou qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que la cloche, si je vous dis de regarder la cloche, vous allez la regarder par le profil comme ça, pas par la section. En réalité, ce qu'il faut regarder en lithoacoustique, c'est la section. Et là, j'ai une section parfaitement ronde. Quoi que je fasse, ma cloche sera isophonique. Elle teinte de la même manière dans tous les sens. On est d'accord? Voilà. La cloche qu'on a entendue tout à l'heure à Cazac. Église de Taillac. Taillac. À l'église de Taillac, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on a une cloche en forme de cloche, hein, européenne. Mais en réalité, si on perce des trous dans la cloche, les trous, c'est pas grave. Ça compte pas. Le plus important, et c'est ce que beaucoup de facteurs de cloche ne savent pas, c'est qu'en fait, la section ronde et l'épaisseur de ce qu'on appelle la pince, qui est la plus épaisse sur la pointe de la cloche, qui compte. C'est-à-dire qu'on a le cerveau, la panse, et la pince, qui est tout à fait au bout, et qui est plus épaisse que le reste. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bam, vous vous mettez en résonance, et c'est cet anneau suspendu à la base de la cloche qui fait en fait la qualité de la cloche. Alors ensuite, il ne faut pas de paille, il ne faut pas de fissure, il ne faut pas de machin, etc. Hein, et on peut évidemment les calibrer comme on a envie. Maintenant, j'ai étudié des cloches en jade. J'ai une cloche en jade, en sang. J'ai eu une cloche en jade de l'époque qui a appartenu à l'empereur Qianlong, Chine, 18e. Et j'ai vu arriver, et elle avait un manche, un dribou, donc c'est un manche sculpté en diamant, mais ce n'est pas le diamant qu'on porte sur le doigt, c'est une représentation. Il y avait un cerveau, une panse, et une base de cloche qui était un peu à l'européenne comme ça. Et quand je me dis, ben, ça va teinter, wow, ça va être fabuleux. Et j'ai eu
Je dis mince. Mais je ne savais pas encore que j'allais faire la lithoacoustique, donc je ne comprenais pas. J'ai cherché des heures, j'ai dit pourquoi ça ne donne pas bon sang, c'est du jade, il est magnifique, c'est d'une roche extraordinaire, il est translucide, vert. Ça a été vendu aux enchères à Drouot, malheureusement, j'aurais voulu la récupérer pour le musée de l'Homme. C'est parti à un prix mais défiant toute concurrence, alors que c'est juste une truc pour appeler les serviteurs. Hein, Bref, voilà, j'ai la même, hein, ils n'en veulent pas. Celle-là vient de Sumatra. Hein, voilà. Bien, bon, et donc, ça m'est revenu aussi à l'esprit, et quand j'ai commencé à étudier ces lithophones, c'est là que je me suis dit, ça c'est intéressant, parce que entre la cloche pleine, qui est le lithophone, et la cloche creuse que nous on utilise en métal, en réalité, je suis sûr que, je ne l'ai pas fait, mais un jour je vais quand même finir par le faire, je vais percer une carotte comme ça, hein, mais pas complètement, pas jusqu'au bout, je garderai une partie au bout, et je obtiendrai exactement. Je vais modifier la hauteur du ton de mon lithophone, mais il continuera à vibrer de la même manière. Donc, ça c'est très important, parce que là se retrouvent tous les éléments qui font que ce sont des cloches. Maintenant, en passant ici, donc, d'un cercle parfait, comme un verre, hein, vous buvez, on tape des fois pour s'amuser sur les verres, ding 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 ding, et si vous faites tourner le verre, vous aurez une isotonie parfaite. Mais vous pourrez changer le son en fonction du volume d'eau qui sera à l'intérieur de votre verre. Ça, on appelle ça un verillon, il y a plein de gens qui se sont amusés à ça. Et puis il y a des cloches très particulières aussi du genre, je ne sais pas si vous les connaissez, ça a été inventé par Benjamin Franklin. Et ce sont des cloches de verre qui sont percées par le haut, embrochées, et on commence par les plus grosses et elles vont vers les plus petites. Elles s'emboîtent sans se toucher, comme ça, et on peut en mettre 20, 30, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et on appelle ça un glass harmonica. Voilà, alors quand Benjamin Franklin avait mis au point ce système, donc la broche tourne, on mouille les doigts, comme sur un verre de champagne, hein, vous savez, vous mouillez votre doigt, et vous caressez le bord du verre, et là, vous avez des harmoniques qui se libèrent, ça casse un peu la tête, et ça casse aussi le verre des fois. Donc faites attention. Voilà, donc là, c'est le son frotté. Personne en bas. Désolé, un petit entremets, le chien, les retardataires. Mais c'est ça. Bon. Bref, donc si vous caressez, vous avez l'effet du frotté d'accords de violon, de violoncelle, et vous libérez des harmoniques. Alors ces harmoniques, autant sur une cloche, vous situez exactement le point d'impact, mais quand vous libérez des harmoniques sur un verre, ça peut être aussi sur de la pierre, sur du marbre très bien poli, en frottant, là au contraire, la personne qui joue sur l'instrument, vous avez l'impression qu'il est en fait derrière vous, le son passe sous votre chaise, tape sur le plafond, qui repart par là-bas, qui revient, et en fait vous êtes complètement noyé dans un univers d'harmonique dont vous ne maîtrisez pas, vous avez presque envie de les attraper. Voilà. Et cette magie du son et de cette libération des harmoniques qui font des sortes de voiles ou je ne sais plus mon mot là, des nappes sonores dans les églises en particulier, c'est absolument prodigieux. Et j'ai un ami qui a fabriqué des lithophones, mais moi comme je travaille en préhistoire, mais lui il fait ce qu'il veut, c'est des lithophones modernes, donc il a récupéré des lames calcaires qui ont cette largeur, et ensuite celle-là, ça varie en épaisseur, en longueur, en largeur, et il les a accordées. Il en a, je ne sais pas, à peu près une bonne dizaine, et il passe dessus de la cire, et avec, vous savez, ces balles qui rebondissent, là, vous savez, pour les gosses, là, les balles rebondissantes là, qui montent très haut, il frotte simplement sur les lames, et là, il module les sons, c'est magique. Et il joue pendant 2 heures, et pendant 2 heures, les gens se parlent. Mais je suis d'accord avec eux, c'est... Alors si vous entendez un jour un concert de lithophone sur corde frottée comme ça, enfin sur lithophone frotté, allez-y, c'est extraordinaire, absolument extraordinaire. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir trouvé quand même la ligne, une ligne isophonique, une double, la ligne isophonique B qui est là.
Maintenant, comme je suis cristallographe, si je fais ça, je me retrouve donc toujours en isophonie. Si je fais ça, j'ai le même son. J'ai le même son. Donc en fait, cette ligne passe par le sommet, descend dans l'épaisseur, on la retrouve de l'autre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une ligne. On joue sur une ligne isophonique, mais en réalité, on tape sur un plan isophonique. Et ces deux plans isophoniques sont croisés, comme ça, à 90 degrés. Et ça permet donc de se repérer dans l'espace et de savoir sur quelle partie de l'instrument on joue. Par exemple, on va prendre celui-là où on a. Voilà. Oui, c'est important. Hein. Alors, plus on va pincer la lame, plus la différence de ton va augmenter. Au point que chez certains, quand ce sont des lames ultra fines, alors on évite de taper sur le côté parce qu'en général ça va éclater, mais on peut avoir des octaves, on peut monter des 12, 13, c'est-à-dire qu'à un moment donné on n'entend plus rien. Par contre on peut avoir un son. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut régler et fabriquer des lithophones calibrés sur le La international et on peut voilà. Moi, mais je suis historien, je reste cancre, je reste sur la matière brute le plus possible parce que je trouve ça plus intéressant. Par contre, je n'ai pas la sensibilité des musiciens africains parce que quand j'ai lâche là-dessus, je fais pauvre à côté. Ils ont un truc dans le sang. Quand ils se mettent à jouer, c'est de la folie. Alors maintenant, il y a autre chose. Écoutez bien. Je recommence. Là, il y a un point, ici. Ce point, je le mesure. Et je le transporte ici. Ça ne joue plus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène qui fait qu'il y a un endroit où le lithophone ne joue pas. C'est-à-dire qu'on entend quelques pauvres harmoniques, mais on n'a plus de résonance. En réalité, bon, j'ai fait au feutre assez rapidement, voilà ce qui se passe. C'est que là, le son se déplace avec des nœuds, donc des minima d'acoustique qui sont là, et des maxima qui se trouvent là, 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 là et là. Et là, on retrouve à même distance le point où justement ça ne joue pas. Donc je me suis dit, probablement que si on place les doigts exactement à cet endroit-là, le lithophone joue. Si je me déplace, celui-là évidemment, là, voilà, faites des démonstrations. Voilà. Voilà, hop, je le prends là. Là, il joue. Maintenant, si je me déplace, c'est lourd. Bon, bref. Non, logiquement, ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Bon, bref, c'est pas grave. Mais sachez que ça absorbe. En fait, ça a le même effet que le milieu isotropique. Vous atténuez la résonance. Voilà. Voilà. Bon, chacun ses limites. Hein. Vous voyez, ça ne marche pas tous les coups. Mais non, mathématiquement et tout, ça fonctionne. Vraiment, vous pouvez me croire, on a fait des essais en labo. C'est marrant parce que sur les sonagrammes, on voit les maxima, ça teinte, tac, ça fait tac, tac, comme ça. Et puis ça diminue, ça devient tout petit, puis hop, ça reprend, puis ça diminue, et puis ça reprend. C'est très joli à voir. Donc là, l'expérience était de taper tous les demi-millimètres. On laissait la résonance, évidemment. Et puis on continue. Alors, évidemment, il y avait une règle avec un laser, machin, pour être sûr qu'on soit bien calé comme il faut. Voilà. Et c'est là qu'on a pu démontrer qu'il y avait des nœuds acoustiques et on avait des minima donc, et maxima d'amplitude. Voilà. Donc là maintenant, vous maîtrisez le jeu des lithophones et j'ai transposé ça sur les spéléothèmes. Donc je suis allé dans les grottes. Donc en Dordogne, ça m'a été interdit. Pas le droit d'aller dans les grottes, c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire vos relevés, machin. Donc il y a eu assez de conneries de faites. Je ne vais pas le citer, c'était l'ancien directeur du musée national de la préhistoire. Il a pris sa retraite.
Voilà, bon, tant mieux. Voilà, donc je vais peut-être pouvoir travailler maintenant en Dordogne, je sais pas, j'espère. Voilà, donc moi je ne me dégonfle pas, j'ai pris un billet d'avion, direction l'Indonésie, dans l'île de Java, on va faire simple. Il y a une grotte qui s'appelle Goa Tabuhan, ça veut dire la grotte de Tabuhan, et dedans il y a depuis près de 4 siècles des musiciens qui jouent sur spéléothème, et avec tambour, avec différents autres instruments, et du vocal. Voilà, et donc on a loué leur service, sans rien leur dire. Nous on a braqué les caméras, les micros, et ils ont commencé à jouer. Et sur quoi ils jouaient? Voilà, ils avaient 6 stalactites, et ils étaient juchés sur une stalagmite qui avait été cassée. Les stalactites étaient déjà cassées parce que ils les ont cassées avec le temps, et au final, ils jouaient sur le plan isophonique A et le plan isophonique B. Donc ça voulait dire que j'avais raison, et maintenant, quand je vais dans des grottes, quand on m'y accepte de plus en plus, heureusement, quand il y a des gravures, des peintures, je reste toujours sur cet esprit de est-ce que le son était plus intéressant que les peintures et les gravures avant, ou est-ce l'inverse, ou les deux. C'est au choix. Mais chaque fois que je vais voir des spéléothèmes qui ont servi instrumentaux, qui ont vraiment servi, pour être sûr qu'il s'agisse bien de jeux sur instruments idiophoniques, le lithophone, si se situent ces impacts à l'endroit où il y a le plan isophonique A et le plan isophonique B, peu importe le côté, ça veut dire que ce sont vraiment, c'est la preuve qu'il s'agit d'instruments de musique. Donc si un jour vous trouvez une belle grotte, regardez de temps en temps sur les stalactites. Alors en général, il faut pas les taper à la pointe. Ce serait trop facile. Ne le faites pas. Vous risquez de les casser. Mais vous montez à peu près de 5-7 cm. Ça suffit. Et là, vous donnez une pression de 7 grammes. Alors 7 grammes, c'est quoi? Vous allez vous en souvenir, c'est très simple. Vous posez votre doigt sur la table, et puis vous tapez dessus. Non, pas si fort, on se calme. Là. On tape dessus, et tant que ça ne fait pas mal, vous êtes dans la norme. D'accord? Vous en souviendrez, hein? Je vais répéter après. Donc, à partir de là, vous avez la juste pression pour... il faut évidemment l'imprimer dans votre cerveau. Et à partir de là, voilà, ça suffit. Voilà. Donc, vous n'allez pas plus loin. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'insister. Alors du coup, je me suis dit, il y a des mages qui viennent me voir, il y a des gens qui cherchent à se ressourcer sur le monde minéral, se recentrer, etc. Grandir leur face, j'y crois en partie. Donc, s'il y en a ici, ne vous sentez pas, je suis très ouvert sur tout. Et donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de voir si on ne peut pas mettre un menhir en vibration. Tant qu'à faire, on va choisir un truc un peu sympa. Donc, en 2012, je suis parti en Arménie. Il y a un site mégalithique sur lequel je travaille là-bas, qui s'appelle Zoraskarer, qui est le plus beau site arménien de mégalithes. Il y a plus de 350 menhirs. Alors, il y en a des tout petits, puis il y en a un qui monte à cette hauteur-là. Et donc, ils ressemblent à ceux que nous avons. Ils ont une particularité que nous, on n'a pas, c'est qu'il y a des trous dedans. Alors, il y a des fantasmes, ouais, c'est pour regarder les étoiles, le soleil, le machin. Non, tout ça, c'est bidon. Si on vous dit que c'est un observatoire, c'est bidon. Vous oubliez, je les ai étudiés, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Mais peu importe, si vous avez envie de fantasmer, faites-le, c'est pas grave. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il y avait quelques menhirs couchés qui étaient tombés à l'époque soviétique, parce qu'ils ont rasé une grande partie du site pour mettre des champs de blé. On va faire la dentelle, un coup de bulle, et hop, on efface tout. Voilà. Et donc, il y avait des menhirs un petit peu déposés, n'importe comment, et j'ai fait venir une grue télescopique russe, et on a suspendu un menhir qui était 1,5 fois la longueur de la table, à peu près cette épaisseur, et on l'a levé à peu près à cette hauteur-là. Je l'ai élingué sur les plans que je supposais être
les minima d'amplitude, donc à faire, on va rester dans le truc. J'ai pris une masselotte adéquate, c'est-à-dire 2 fois ce volume-là, en gros, et là, elle est en bois, pour ne pas abîmer l'appareil, et là, j'ai tapé sur les maxima d'amplitude, donc qui se situent là, celui-là, puis celui-là, et celui-là. Et là, le menhir a répondu, mais c'était une roche volcanique alvéolaire, donc il n'y avait pas du tout de résonance. En revanche, ça a libéré des harmoniques. C'était modeste, mais j'ai eu des harmoniques. Et j'ai eu un plan bas, un plan isophonique A et un plan isophonique B. Donc ces gros menhirs sont effectivement testés parce qu'ils peuvent émettre du son, de la musique. Mais un menhir, c'est lourd. Le porter à la main ou le porter comme je faisais entre 2 doigts, pas facile. Donc il est obligé de le poser au sol. Et si on le pose au sol, il est obligé un peu de s'enfoncer. Et là, il y a plus de, on a les harmoniques, on peut entendre éventuellement les harmoniques, mais il n'y a plus du tout de résonance. Donc on ne peut pas faire vibrer pleinement un menhir. Donc vous pouvez toujours essayer. Par contre, ceux qui sont sur des dolmens, parce qu'il y a des menhirs, par exemple celui de Bonarme que j'avais étudié, qui est entièrement gravé, mais personne ne l'avait vu. C'est une découverte que j'ai faite il y a 3 ans, 3-4 ans. Il y a des beaux serpents dessus, mais il faut vraiment avoir l'habitude de regarder. Mais c'est des gravures de cette taille-là, dans le sud de la Dordogne. Et des grands menhirs comme ça, si on prend une masse assez lourde, mais ne le faites pas, sérieusement, ne le faites pas. Mais on peut le mettre en vibration. Il pourrait effectivement émettre un son. Voilà. Mais ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Please. Mais ça pourrait le faire. Mais ne le faites pas. Je n'ai pas testé non plus, mais... Donc, c'est toujours pareil. À partir du moment où on a un matériau suffisamment dense, qui est, surtout s'il a une schistosité, il a de grandes chances donc, de réagir. Voilà. Donc ici, on a différents matériaux. Ces matériaux, je les ai retrouvés un peu partout en Europe, en Afrique, en Asie. En fait, il y en a partout. Et plus je cherche, plus je découvre des lithophones partout dans le monde. Il y en a partout. Et un jour, j'avais un collègue qui assistait à mon école doctorale, Duncan Caldwell, tu te souviens, non? Et Duncan, je lui fais issu mon cours sur les lithophones pour mes étudiants. Oh, il me dit, mais ça me rappelle quelque chose. En Angleterre, on a ça. Je dis oui, dans les musées. Sûrement, c'est des gars qui ont rapporté ça, et, ils les ont filé à des copains, classiques. Non, c'est sorti de fouille et tout. Je dis, mais non, arrête, en Angleterre, il va foutre en Angleterre, c'est pas possible. Et bien si, il en a retrouvé même un certain nombre, je ne sais plus combien, et il a fait une publication, et il a publié sur les lithophones cylindriques de type saharien, et il y en a en plein en Angleterre. Alors ça a complètement transformé mes a priori de chercheur. Moi, c'est ce que j'ai toujours, rester l'esprit ouvert, mais pas stupide, mais ouvert. Il peut arriver des découvertes inattendues, à un moment donné où vous n'y croyez pas, où ça semblait impossible, eh bien si. Il faut pas hésiter, il faut rester vraiment ouvert, se dire que c'est pas parce qu'on a trouvé ça en Dordogne que ça reste à la Dordogne. Non, c'est des trucs qui peuvent aller dans le monde entier. Mais le tout, c'est de savoir les expliquer. Et d'apporter la preuve qu'il s'agit effectivement d'un instrument. Là, maintenant que vous connaissez le jeu des lithophones, là, vous savez maintenant à quoi vous attendre, et si un jour vous en avez un, testez-le, vous savez qu'il faut le suspendre, etc. Testez-le, et si ça marche, ça marche pas, c'est autre chose. Voilà. Donc, vous faire un concert, j'ai pas envie de vous faire un concert, parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous ayez, vous, la sensation de ces lithophones. Donc, je vais vous laisser jouer sur ces lithophones. On ne se précipite pas. On ne se jette pas sur les lithophones. Ils n'ont pas 5 ans, tu sais. Ils n'ont pas 5 ans, en fait. Non, mais j'aime bien les sourires. Voilà. Donc, si vous voulez les tester, c'est le moment. N'hésitez pas. Vous avez 2 masselottes. Alors, moi, je travaille avec du buis de Dordogne, de Trémola, parce que, disons là-bas. Voilà, parce que c'est un bois qui est extrêmement solide. On s'en sert pour faire des maillets, entre autres. En outillage, c'est un bois extraordinaire. Il laisse très peu de traces sur les matériaux. Et puis, ça s'use pas très vite. Donc, on
peut les garder des années et ça fonctionne très bien. Moi, je travaille avec des manches très fins. Je préfère ceux-là parce qu'ils ont une souplesse qui permet de faire rebondir l'instrument. Voilà. Celui-ci est un peu plus épais. Ça, c'est pour travailler dans les grottes. Des fois, on va travailler un peu loin et on risque de casser ce petit manche. Donc, et si on laisse tomber derrière ça un petit truc qu'on ne peut pas récupérer, ça fait un peu sale. Donc, je préfère un truc un peu renforcé. Voilà. Sinon, on peut avoir, pour certains lithophones, donc quand c'est des beaux lithophones, on ne travaille pas pierre-pierre, mais là on peut le faire. Vous voyez, là les micros ils vont saturer. Voilà, vous pourrez essayer. N'hésitez pas. Et surtout, n'appuyez pas. D'accord, on n'est pas à vente aux enchères. Là, vous laissez rebondir votre marteau. Vous laissez rebondir, ça suffit. Voilà. Donc vous avez tout ça. Et puis, là j'ai apporté une masse je vais couper tout à l'heure pour faire plaisir. Voilà. C'est pour vous montrer que ça réagit différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir un son beaucoup plus doux. Voilà. On peut avoir un son un peu plus doux avec de la corde. Maintenant, on peut utiliser aussi du métal, on peut utiliser plein d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui veut essayer déjà nous faire une démonstration? Allez! Ah, voilà. Et tu danses aussi. Monsieur est une candidate. Donc,